Alors, on était dans une fable sur les coraux et la pêche à dynamite. Mais la vie normale, tout le monde fait la pêche avec des filets. Des filets pour la pêche. Mais je ne sais pas vous, mais moi j'ai vu le film de David Attenborough qui a montré comment les baleines et les dauphins pêchent avec les bulles d'air. Alors j'étais fasciné par ce travail et c'est une chercheuse portugaise, Cláudia Moreira, qui a fait déjà en 2014 les essais à Peniche au Portugal pour faire la preuve que nous, êtres humains, nous pouvons faire la même chose. N'est-ce pas extraordinaire? Idriss. Remplacer quelque chose par rien, c'est clair que c'est le summum de la philosophie zen. Et puis ça peut s'appliquer aussi bien à la philosophie, à la politique, que à des études de cas plus triviales, comme cette fameuse étude de cas d'une marque de pneus qui voulait emballer ses pneus, qui faisait des réflexions sur comment emballer les pneus jusqu'à ce que quelqu'un dise mais non, on vend des pneus qui peuvent résister à toutes les intempéries, ils sont beaux en soi, ils sont bien designés, c'est du beau travail, on ne les emballe pas, terminé, problème réglé. Il y a plein de situations comme ça, même en affaires, en économie, où on a remplacé quelque chose par rien. Et c'est ce qu'il y a de mieux. On devrait y réfléchir pour les infrastructures, on devrait y réfléchir sur beaucoup de choses. Et parfois, on est cynique, on est sceptique, on se dit, mon Dieu, on ne va pas remplacer des routes par rien. Si demain, on a des solutions volantes ou autres, que sais-je, on n'arrive pas à imaginer que des choses qui nous ont servi depuis des générations, on puisse les substituer par rien. Donc, on a parlé à la précédente étude de cas de Orphée contre les sirènes, mais des fois, on peut faire disparaître les sirènes en claquant dans ses doigts. Et les filets de bulles des grands mammifères marins, je comprends pas que on est bien avancé dans le 21e siècle et on n'a toujours pas ça sur étagère. On a les études de cas qui montrent que ça marche, on sait que ça peut fonctionner, mais quand tu vas voir un haut fonctionnaire des Nations Unies, que tu parles des objectifs du millénaire pour le développement, et tu leur dis, on peut pêcher avec des bulles, ils disent, écoutez, moi j'ai pas que ça à faire, hein. Moi j'ai des pays à aller consulter, moi j'ai des prêts à donner avec la Banque mondiale ou avec le FMI, j'ai pas le temps d'écouter vos bêtises. Je me rappelle que quand Samuel Westinghouse, qui a créé donc Westinghouse, et qui a imposé le courant alternatif, et qui a été un leader d'innovation, il est devenu riche en inventant un frein à air. Les trains, à l'époque, les trains avaient des freineurs, donc il fallait que les techniciens sur le toit des wagons qui aillent freiner chaque wagon, c'était ultra dangereux, il y avait des morts tout le temps, et en plus il fallait 4 km pour faire freiner le train. 4 km. Donc tu avais tous les accidents que tu voulais. Et Westinghouse invente un système avec de l'air comprimé, et avec de l'air comprimé, tu peux arrêter tous les trains. Et quand il va voir Cornelius Vanderbilt lui dit, vous êtes en train de me dire que vous pouvez arrêter mes trains avec du vent, écoutez, j'ai pas que ça à faire, barrez-vous. Bah, on voit que c'est la même chose avec les filets de bulles. Vous êtes en train de me dire que je peux faire mes quotas de pêche avec des bulles, avec du vent, j'ai pas que ça à faire, arrêtez. Le même scepticisme, la même stupidité préside encore à nos décisions politiques. Alors c'est très intéressant que tu le mentionnes, le cas de Westinghouse et Vanderbilt, parce que quand nous avons obtenu les preuves scientifiques que c'est parfaitement possible de point de vue d'engineering, on a participé à 2 moonshots. Et les 2 moonshots, je ne vais pas expliquer qui étaient, mais ils sont retournés vers nous et ils nous ont dit c'est pas un moonshot, ça c'est vraiment la fantaisie. La fantaisie, il faut quand même reconnaître que les baleines ont 1 million d'expériences plus larges que nous. Nous sommes des récents... Centaines de millions d'années. Nous venons d'arriver. Alors, comment est-il possible, comme tu le dis, que même aujourd'hui, des gros centres de projets hors du commun considèrent ce type de projet moonshot? Non, c'est pas un moonshot, c'est de la fantaisie. C'est parce qu'en épistémologie, on n'a toujours pas codifié cette science. Le phénomène de Vanderbilt, on aurait pu peut-être appeler ça l'effet Vanderbilt. On sait avec Schopenhauer que toutes les révolutions passent par 3 étapes ridicules, dangereux, évidents. Westinghouse, c'était ridicule pour Vanderbilt, et puis 10 ans, 15 ans plus tard, le Congrès a passé une loi qui obligeait tous les fabricants de trains à avoir des freins à air comprimé. C'était la loi. Ça, c'est une méthode. Les mammifères marins, en effet, ont des dizaines de millions d'années d'expérience sous l'eau. Les organismes marins, comme le requin c'est 400 millions d'années, 10 fois plus.
15 même, jusqu'à 15 fois plus pour certains mammifères marins. Et puis, les requins sont plus vieux que les arbres, donc on a plein de choses à apprendre d'eux. Mais tant qu'on n'aura pas expliqué, tu vois, le phénomène de Vanderbilt et de Westinghouse, tant qu'on n'aura pas dit aux gens, vous faites la même erreur que Vanderbilt, ce que vous me racontez, je sais ce que vous allez me dire, c'est de la fantaisie, je sais, vous allez être cynique, je sais. C'est pour ça que tu fais des fables aussi, parce que ça touche les enfants. Les enfants sont pas cyniques. Le cynisme n'existe pas chez les enfants. Il est acquis. Donc, avant qu'ils développent ce cynisme pour avoir l'air d'être un adulte, pour avoir l'air d'être un premier de la classe qui dit « Haha, mais vous êtes ridicule », rappelons que Louis Pasteur disait « Le meilleur mot dans la langue française que les Grecs nous ont laissé, c'est enthousiasme. Anthéos, ça veut dire avoir un dieu à l'intérieur. Eh bien, ils le tuent, ce dieu à l'intérieur, puisqu'ils n'ont plus d'enthousiasme. Ce sont tous des dépressifs qui font de l'analyse-paralyse. Eh bien, tu vaccines une génération avec ces fables, et après, quand ils verront une étude de cas, ils diront « C'est pas impossible. Je sais que les dauphins peuvent le faire. » Et les dauphins, on dirait « Oui, les dauphins, ils font pas ça à l'échelle industrielle. » Ben si tu prends tous les dauphins de la Terre, ils font ça à échelle industrielle. Si tu prends tous les poissons que consomment tous les dauphins par an, c'est une échelle industrielle. Donc, on pourrait le faire, en effet, et en plus, ça sélectionnerait les mâles des femelles, ça permettrait de sélectionner uniquement les gros poissons, donc ça serait de la pêche intelligente. On sait que c'est quand on met du smart, de l'intelligence dans la Terre, qu'on augmente nos bénéfices et qu'on protège l'environnement. Alors, tu viens de mentionner un élément très important, la sagesse, non pas seulement la technologie, parce que nous savons très bien que les baleines ont développé une mathématique et une géométrie exacte pour faire une enveloppe des bulles, mais en plus, la taille des bulles est calculée de telle manière que les femelles enceintes, qui ont des millions, des milliers, des millions des œufs dans leur ventre, savent passer par la bulle. C'est la sagesse dans la technologie. La nature y arrive par essai-erreur, quoi. Elle fait plein d'essais-erreurs et elle voit que ça fonctionne. C'est vrai que l'océan, c'est l'abondance. C'est la mer de l'abondance parce que c'est la mer de la vie, c'est l'origine de la vie, et la vie est une machine à créer de l'abondance. On voit bien, dans l'univers, il y a une abondance d'énergie, mais une fois qu'il y a la vie, il y a une abondance de solutions, de matériaux, de mémoire aussi, d'informations, de connaissances. L'ADN stocke de la connaissance. Et cette abondance, elle a pour origine la mer. Et dans la mer, oui, la plupart des organismes, sauf les mammifères marins, qui ont la fameuse stratégie K contre la stratégie R en biologie, c'est les noms que nous les humains leur avons donnés, mais la stratégie R, eh bien, c'est de produire plein d'embryons, plein, et les poulpes, les hippocampes, les crustacés, produisent plein d'embryons qui vont rentrer dans le zooplancton, les poissons produisent plein d'embryons, et ensuite, c'est une abondance de zooplancton qu'on retrouve dans les océans. Donc, on doit utiliser cette abondance. Aujourd'hui, on la gaspille. Quand on tue en effet beaucoup d'œufs, quand on empêche par exemple les poissons de nidifier, quand on protège pas les sites de ponte, c'est là aussi qu'avoir beaucoup d'intelligence, beaucoup de sites de renseignements, de savoir où pondent les poissons. Tu sais qu'on a découvert par exemple le fameux Shark Café, en mettant des balises, on a découvert une zone dans l'océan Pacifique où se réunissent plein de requins blancs et on l'a appelé le Shark Café. Eh ben on connaît pas le café des Saint-Pierre, on connaît pas le café des Dorades, le café des Bars, le café des Thons, ben, il faut connaître tous les cafés. Et c'est avec des bâtiments comme par exemple le Porima, c'est bien pour ça que tu l'as appelé du nom de la déesse protectrice des femmes enceintes, c'est avec du big data comme ça qu'on saura exactement où se reproduisent les poissons et que d'une part, on arrivera à ne pas pêcher les femelles gravides et les femelles enceintes, mais en plus, on sera capable aussi de savoir exactement où se reproduisent les poissons pour augmenter cette énorme abondance qui n'est pas l'exception dans les océans, mais qui est la règle. Nous avons, comme tu dis, les règles. Nous avons des règles, entre autres en Europe, mais un peu partout dans le monde, que on ne peut pas pêcher les petits, il faut pêcher les gros poissons. Mais quand je constate quand même de la biologie, que Madame Saint-Pierre, à 25 ans, a 300 millions d'œufs dans son ventre. 300 millions. Est-ce que c'est vrai qu'on souhaite la pêcher et la manger quand la petite fille, qui a à peine 5 ans, n'a que 10 000 œufs dans son ventre? Alors, est-ce qu'on protège le petit et où est-ce qu'on fait la chasse des
des gros poissons parce qu'on souhaite avoir ce volume de viande. Le filet de Saint-Pierre est quand même connu, surtout en France, comme étant un poisson. Le Saint-Pierre n'est plus disponible chez nous en Atlantique, il faut le chercher en Afrique surtout. Mais ce que je me pose la question, comment est-il possible que la politique reste si insensible à une réalité biologique? On confond quand même que chez nous, les femmes, après 40, 45 ans, n'ont plus d'enfants. Mais chez les poissons, c'est différent. Chez les poissons, c'est plus que vous avez l'âge et la sagesse, plus que vous avez des œufs pour donner à manger et pour faire la procréation. En faisant la sélection des femelles très gravides, très fécondes, en plus, on améliore la robustesse génétique de l'ensemble de la population des pierres, puisqu'on se retrouve avec une femelle qui a survécu longtemps, donc qui a emmagasiné beaucoup d'informations en matière de survie et en matière d'adaptation à son écosystème. Et on perd ça, en effet, parce qu'on le note pas, donc on le perd. Cette information a une valeur. D'ailleurs, l'information, on sait que ça a une valeur. Tous les gérants de hedge funds, la finance sait que l'information a une énorme valeur. Un survivant dans un marché, des obligations ou des instruments financiers qui portent beaucoup d'informations sont très prisés par les investisseurs et par les fonds spéculatifs. Donc on devrait voir au minimum cette femelle pierre. Évidemment, elle n'est pas que ça, mais au minimum, on devrait avoir la décence de la voir comme un produit financier. Dire, regardez, c'est un produit financier, c'est un bond qui a telle valeur, qui a une telle maturité, qui vaut beaucoup d'argent. Mais on n'est pas capable, parce que notre civilisation n'a pas encore atteint ce niveau d'intelligence et de maturité où elle a cette comptabilité subtile, cette comptabilité élégante. Alors, si on prend du recul avec les blockchains, etc., peut-être que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, on arrivera avec le mélange de l'intelligence artificielle et des blockchains, et peut-être du LiFi aussi, à avoir une comptabilité, une notation de ces données et une capacité de les échanger, de rendre les gens responsables et de faire que les gens comprennent la valeur de toute cette information, de sorte que, comme aujourd'hui, pour nous, quand on voit nos ancêtres qui pêchaient à la dynamite ou autre, on soit, aujourd'hui en 2020, les barbares de 2050. J'espère vraiment que ça va être ça, et qu'on aura ce progrès qui va regarder comptablement comment ils géraient les stocks de pêche, comment ils consommaient des femelles avec 300 millions d'œufs, comment ils empêchaient les stocks halieutiques de se reproduire, comment ils ne cultivaient pas la mer. Nous, on le voit aujourd'hui, les chiffres le montrent, la comptabilité le montre, les externalités sont mesurées, et peut-être que ça deviendra évident. Mais c'est pire chez nous. Nous considérons caviar comme un produit de luxe. C'est-à-dire que la vie que les poissons donnent pour quand même être dans l'abondance, nous, on le considère un produit de luxe. Oui, c'est ça. Mais ça n'a pas toujours été un produit de luxe. Et c'est marquant, parce qu'on a l'impression de vivre dans ce monde Mad Max, où le Mad Max aquatique, justement, le trop méconnu Waterworld de Kevin Costner, où dans Waterworld, qui est donc le Mad Max aquatique, ils ont plus de papier. Il y a une erreur dedans parce qu'ils fument des cigarettes. Les cigarettes, c'est emballé dans du papier, mais bon. Et donc, on crée des pénuries comme ça. Alors, dans Waterworld, ça y est, c'est la fin du monde, mais on crée des pénuries pour rien. Le caviar avant n'était pas du tout pour les riches. Du tout. C'était les petits pêcheurs dans l'Empire perse qui mangeaient le caviar. Les satrapes et les grands nobles mangeaient pas le caviar, ils mangeaient la chair de l'esturgeon. Le homard, c'était pour les pauvres. Tu as des clauses de ne pas servir du homard 3 fois par semaine, plus de 3 fois par semaine pour le personnel de maison, pour les domestiques. Donc si tu es un domestique dans une grande maison de Boston ou de Nantucket Island, eh bien, tu exiges de ton maître qu'il ne te serve pas du homard plus de 3 fois par semaine. Les prisons servaient du homard comme punition. Et puis, tu avais des écrivains, je crois que c'est Mark Twain, qui écrivait si vous voyez des carcasses de homards devant une maison, c'est que vous avez affaire à une maison de pauvres. Parce que les homards, c'est très prolifique, vu que, comme crustacés, ça produit plein d'alevins, enfin pas d'alevins, mais ça produit plein d'embryons, et c'est le zooplancton, et on pouvait avoir plein de homards. Donc aujourd'hui, le homard, c'est un truc de luxe, alors qu'en fait, on peut en avoir partout, et c'était pareil pour les huîtres. Tout Manhattan, Manahata dans les langues indo-nahuatl, c'est
ça veut dire les 100 collines, les nombreuses collines. Eh ben, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Des cerisiers et des huîtres, plein d'huîtres. Il y en avait partout, naturelles. Et puis aujourd'hui, il n'y en a plus, parce que les eaux sont polluées. Donc, et les huîtres, pareil, c'est l'abondance. Quand il y a le naissin, la laitance des huîtres, tu en as partout, et tu as plein de zooplancton partout. Et si tu décides de protéger le naissin, tu vas avoir d'énormes récoltes d'huîtres. Donc oui, la mer, c'est la leçon de l'abondance, et on n'arrive pas à la reproduire aujourd'hui alors qu'on devrait. Ce qui m'a beaucoup fasciné dans les études de Claudia Moreira, c'est bien entendu la gestion de la stabilité d'un système qui doit lâcher des bulles pour créer des rideaux de bulles pour enfermer. Mais les baleines ne sont pas seulement d'extraordinaires mathématiciens. En plus, la géométrie de cette enveloppe est parfaite. Et je me pose la question, cette intelligence de la géométrie avec des bulles d'air, c'est une géométrie dynamique parce que il sait travailler, ce baleine sait travailler avec les courants d'air, la pression, les différents niveaux de sel dans l'eau. C'est quand même un processeur de beaucoup de données qui, évidemment, si on le souhaite mettre dans un bateau de pêche aujourd'hui, c'est évident que les gens me disent « mais le bateau de pêche n'aurait jamais la possibilité d'intégrer cette intelligence ». Il faut procéder par essai-erreur, puisque c'est comme ça que l'évolution fonctionne. Elle tâtonne, et le tâtonnement rapide est la façon la plus efficace de développer des hautes technologies. C'est comme ça que les frères Wright ont fait voler le premier avion. Ils ont fait plein d'essais-erreurs, ils emportaient 5 lots de pièces détachées par jour, et ils se crachaient 5 fois par jour. Et au bout d'un moment, ils ont réussi à faire voler le premier avion. C'est pas pour rien aussi que ce sont les grands mammifères marins qui utilisent ces techniques, et que les autres techniques sophistiquées dans le monde aquatique relèvent des céphalopodes, qui ont aussi un système cognitif incroyable. Ce ne sont pas, par exemple, les requins, qui ont un tout petit cerveau, qui restent extrêmement bien adaptés à leur environnement, mais qui ont un tout petit cerveau. Les grands mammifères marins ont un cerveau gigantesque, on le sait, ont de l'écolocalisation, ont des systèmes de langage avec des accents. On sait que quand on met des populations, parfois même d'espèces différentes, comme les dugongs ou autres, eh ben, ils vont essayer d'ajuster leur accent. Donc on les voit avec des accents différents et ils essaient de se comprendre, un petit peu comme un Parisien peut commencer à développer un accent québécois quand il est à Montréal un certain nombre de mois. Eh bien, c'est pas un hasard si ce sont les baleines, les dauphins, et puis des espèces éteintes ou en voie d'extinction, comme le dauphin de l'Iradaoui, par exemple, en Birmanie, les dauphins de rivière, qui sont remarquables parce que justement, ils pêchent dans des écosystèmes d'interface entre les eaux saumâtres et les eaux douces, entre les eaux avec de la boue et les eaux claires, et ils doivent être capables de naviguer aussi bien leurs prédateurs que leurs proies dans ces eaux tantôt boueuses, tantôt claires, et avec, comme tu disais, la salinité, etc., les propriétés des bulles, et ils sont capables tout de même, en gérant les ondes de choc aussi avec leur queue pour étourdir les poissons, ils sont capables de pêcher et de rassembler de grandes quantités de poissons. Donc on va faire pareil, on va faire de l'essai-erreur, on va faire des pêches sociales aussi, avec des flottes de bateaux de pêche qui collaborent entre elles en échangeant des données. Nous, on a le big data, on a le LiFi, on a toutes ces technologies qui peuvent nous permettre de rattraper le retard qu'on a par rapport aux mammifères marins. Alors, comme on voit, il y a un énorme espace de rêver, mais les rêves ne sont pas des fantasies, les rêves sont des visions que dans la vie, un enfant peut mettre dans la réalité. On ne vient que de démarrer. Merci Idriss.